Le vicomte de Bragelonne, partie 19, chapitre 83. Au Havre. Toute cette cour, si brillante, si gaie, si animée de sentiments divers, arriva au Havre 4 jours après son départ de Paris. C'était vers les 5 heures du soir. On n'avait encore aucune nouvelle de madame. On chercha des logements, mais dès lors commença une grande confusion parmi les maîtres, de grandes querelles parmi les laquais. Au milieu de tout ce conflit, le comte de Guiche crut reconnaître Manicamp. C'était en effet lui qui était venu. Mais comme Malicorne s'était accommodé de son plus bel habit, il n'avait pu trouver, lui, à racheter qu'un habit de velours violet brodé d'argent. De Guiche le reconnut autant à son habit qu'à son visage. Il avait vu très souvent à Manicamp cet habit violet, sa dernière ressource. Manicamp se présenta au comte sous une voûte de flambeaux qui incendiait plutôt qu'il n'illuminait le porche par lequel on entrait au Havre et qui était situé près de la tour de François Ier. Le comte, en voyant la figure attristée de Manicamp, ne put s'empêcher de rire. « Eh, mon pauvre Manicamp, dit-il, comme te voilà violet, tu es donc en deuil ?»« Je suis en deuil, oui, répondit Manicamp. De qui ou de quoi ? De mon habit bleu et or, qui a disparu, et à la place duquel je n'ai plus trouvé que celui-ci. Et encore m'a-t-il fallu économiser à force pour le racheter. Vraiment ? Pardieu, étonne-toi de cela, tu me laisses sans argent. Enfin, te voilà, c'est le principal. Par des routes exécrables. Où es-tu logé ? Logé ? Oui, mais je ne suis pas logé. De Guiche se mit à rire. Alors, où logeras-tu ? Où tu logeras ? Alors, je ne sais pas. Comment, tu ne sais pas ? Sans doute. Comment veux-tu que je sache où je logerai ? Tu n'as donc pas retenu un hôtel ? Moi ? Toi ou monsieur ? Nous n'y avons pensé ni l'un ni l'autre. Le Havre est grand, je suppose, et pourvu qu'il y ait une écurie pour 12 chevaux et une maison propre dans un bon quartier. Oh, il y a des maisons très propres. Eh bien, alors ? Mais pas pour nous. Comment, pas pour nous ? Et pour qui ? Pour les Anglais, parbleu. Pour les Anglais ? Oui, elles sont toutes louées. Par qui ? Par monsieur de Buckingham. Plaît-il ? Fit de Guiche, à qui ce mot fit dresser l'oreille. Eh oui, mon cher, par monsieur de Buckingham. Sa grâce s'est fait précéder d'un courrier. Ce courrier est arrivé depuis 3 jours, et il a retenu tous les logements logeables qui se trouvaient dans la ville. Voyons, Manicamp, entendons-nous. Dame, ce que je te dis là est clair, ce me semble. Mais monsieur de Buckingham n'occupe pas tout le Havre. Que diable ! Il ne l'occupe pas, c'est vrai, puisqu'il n'est pas encore débarqué. Mais une fois débarqué, il l'occupera. Oh oh ! On voit bien que tu ne connais pas les Anglais, toi. Ils ont la rage d'accaparer. Bon, un homme qui a toute une maison s'en contente et n'en prend pas 2. Oui, mais 2 hommes. Soit, 2 maisons. 4, 6, 10, si tu veux. Mais il y a 100 maisons au Havre. Eh bien, alors elles sont louées toutes les 100. Impossible. Mais entêté que tu es. Quand je te dis que monsieur de Buckingham a loué toutes les maisons qui entourent celle où doit descendre sa majesté la reine douairière d'Angleterre et la princesse sa fille. Ah, par exemple, voilà qui est particulier, dit de Wardes en caressant le cou de son cheval. C'est ainsi, monsieur. Vous en êtes bien sûr, monsieur de Manicamp ? Et en faisant cette question, il regardait sournoisement de Guiche, comme pour l'interroger sur le degré de confiance qu'on pouvait avoir dans la raison de son ami. Pendant ce temps, la nuit était venue, et les flambeaux, les pages, les laquais, les écuyers, les chevaux et les carrosses encombraient la porte et la place. Les torches se reflétaient dans le chenal qu'emplissait la marée montante, tandis que, de l'autre côté de la jetée, on apercevait 1000 figures curieuses de matelots et de bourgeois qui cherchaient à ne rien perdre du spectacle. Pendant toutes ces hésitations, Bragelonne, comme s'il y eût été étranger, se tenait à cheval un peu en arrière de Guiche,
et regardait les jeux de la lumière qui montait dans l'eau, en même temps qu'il respirait avec délice le parfum salin de la vague qui roule bruyante sur les grèves, les galets et l'algue, et jette à l'air son écume, à l'espace son bruit. « Mais enfin, s'écria De Guiche, quelle raison M. de Buckingham a-t-il eu pour faire cette provision de logement ?»« Oui, demanda De Wardes, quelle raison ?»« Oh, une excellente, répondit Manicamp. Mais enfin, la connais-tu ? Je crois la connaître. Parle donc. Penche-toi. Diable, cela ne peut se dire que tout bas. Tu en jugeras toi-même. Bon. De Guiche se pencha. L'amour, dit Manicamp. Je ne comprends plus. Dis que tu ne comprends pas encore. Explique-toi. Eh bien, il passe pour certain, monsieur le comte, que son Altesse royale, monsieur sera le plus infortuné des maris. Comment ? Le duc de Buckingham ? Ce nom porte malheur au prince de la maison de France. Ainsi, le duc serait amoureux fou de la jeune madame, à ce qu'on assure, et ne voudrait point que personne approchât d'elle, si ce n'est lui. De Guiche rougit. « Bien, bien, merci, dit-il en serrant la main de Manicamp. Puis, se relevant, « Pour l'amour de Dieu, dit-il à Manicamp, fais en sorte que ce projet du duc de Buckingham n'arrive pas à des oreilles françaises, ou sinon, Manicamp, il reluira au soleil de ce pays des épées qui n'ont pas peur de la trempe anglaise. » Après tout, dit Manicamp, cet amour ne m'est point prouvé à moi, et il n'est peut-être qu'un conte. Non, dit De Guiche, ce doit être la vérité. Et, malgré lui, les dents du jeune homme se serraient. Eh bien, après tout, qu'est-ce que cela te fait, à toi ? Qu'est-ce que cela me fait, à moi, que monsieur soit ce que le feu roi fut ? Buckingham père, pour la reine, Buckingham fils, pour la jeune madame, rien pour tout le monde. Manicamp, Manicamp ! Eh, que diable ! C'est un fait, ou tout au moins un dire. Silence, dit le comte. Et pourquoi silence ? Dit De Wardes. C'est un fait fort honorable pour la nation française. N'êtes-vous point de mon avis, monsieur de Bragelonne ? Quel fait ? Demanda tristement Bragelonne. Que les Anglais rendent ainsi hommage à la beauté de vos reines et de vos princesses. Pardon, je ne suis pas à ce que l'on dit, et je vous demanderai une explication. Sans doute, il a fallu que M. de Buckingham père vînt à Paris pour que Sa Majesté le roi Louis XIII s'aperçût que sa femme était une des plus belles personnes de la cour de France. Il faut maintenant que M. de Buckingham fils consacre à son tour, par l'hommage qu'il lui rend, la beauté d'une princesse de sang français. Ce sera désormais un brevet de beauté que d'avoir inspiré un amour d'outre-mer. « Monsieur, répondit Bragelonne, je n'aime pas à entendre plaisanter sur ces matières. Nous autres gentilshommes, nous sommes les gardiens de l'honneur des reines et des princesses. Si nous rions d'elles, que feront les laquais ? Oh oh, monsieur, dit De Wardes, dont les oreilles rougirent, comment dois-je prendre cela ? Prenez-le comme il vous plaira, monsieur, répondit froidement Bragelonne. Bragelonne, Bragelonne, murmura De Guiche. Monsieur De Wardes, s'écria Manicamp, voyant le jeune homme pousser son cheval du côté de Raoul. Messieurs, messieurs, dit De Guiche, ne donnez pas un pareil exemple en public, dans la rue. De Wardes, vous avez tort. Tort ? En quoi ? Je vous le demande. Tort en ce que vous dites toujours du mal de quelque chose ou de quelqu'un, répliqua Raoul avec son implacable sang-froid. De l'indulgence, Raoul, fit tout bas De Guiche. Et ne vous battez pas avant de vous être reposé. Vous ne feriez rien qui vaille, dit Manicamp. Allons, allons, dit De Guiche. En avant, messieurs, en avant. Et là-dessus, écartant les chevaux et les pages, il se fit une route jusqu'à la place, au milieu de la foule, attirant après lui tout le cortège des Français. Une grande porte donnant sur une cour était ouverte. De Guiche entra dans cette cour. Bragelonne, De Wardes, Manicamp et 3 ou 4 autres gentilshommes l'y suivirent. Là se tint une espèce de conseil de guerre. On délibéra sur le moyen qu'il fallait employer pour sauver la dignité de l'ambassade. Bragelonne conclut pour que l'on respectât le droit de priorité. De Wardes proposa de mettre la ville à sac. Cette proposition parut un peu vive à Manicamp.
Il proposa de dormir d'abord, c'était le plus sage. Malheureusement, pour suivre son conseil, il ne manquait que 2 choses, une maison et des lits. De Guiche rêva quelque temps, puis, à haute voix, « Qui m'aime me suive, dit-il. »« Les gens aussi ?» demanda un page qui s'était approché du groupe. « Tout le monde !» s'écria le fougueux jeune homme. « Allons, Manicamp, conduis-nous à la maison que son Altesse Madame doit occuper. » Sans rien deviner des projets du comte, ses amis le suivirent, escortés d'une foule de peuple dont les acclamations et la joie formaient un présage heureux pour le projet encore inconnu que poursuivait cette ardente jeunesse. Le vent soufflait bruyamment du port et grondait par lourdes rafales. Chapitre 84 En mer. Le jour suivant se leva un peu plus calme, quoique le vent soufflât toujours. Cependant le soleil s'était levé dans un de ces nuages rouges découpant ses rayons ensanglantés sur la crête des vagues noires. Du haut des vigies, on guettait impatiemment. Vers 11 heures du matin, un bâtiment fut signalé. Ce bâtiment arrivait à pleine voile, 2 autres le suivaient à la distance d'un demi-nœud. Ils venaient comme des flèches lancées par un vigoureux archer, et cependant la mer était si grosse que la rapidité de leur marche n'ôtait rien au mouvement du roulis qui couchait les navires tantôt à droite, tantôt à gauche. Bientôt la forme des vaisseaux et la couleur des flammes firent connaître la flotte anglaise. En tête marchait le bâtiment monté par la princesse, portant le pavillon de l'amirauté. Aussitôt le bruit se répandit que la princesse arrivait. Toute la noblesse française courut au port. Le peuple se porta sur les quais et sur les jetées. 2 heures après, les vaisseaux avaient rallié le vaisseau amiral, et tous les 3, n'osant sans doute pas se hasarder à entrer dans l'étroit goulet du port, jetaient l'ancre entre le Havre et la Hève. Aussitôt la manœuvre achevée, le vaisseau amiral salua la France de 12 coups de canon qui lui furent rendus coup pour coup par le fort François Ier. Aussitôt 100 embarcations prirent la mer. Elles étaient tapissées de riches étoffes. Elles étaient destinées à porter les gentilshommes français jusqu'aux vaisseaux mouillés. Mais en les voyant, même dans le port, se balancer violemment, en voyant au-delà de la jetée les vagues s'élever en montagne et venir se briser sur la grève avec un rugissement terrible, on comprenait bien qu'aucune de ces barques n'atteindrait le quart de la distance qu'il y avait à parcourir pour arriver au vaisseau sans avoir chaviré. Cependant, un bateau pilote, malgré le vent et la mer, s'apprêtait à sortir du port pour aller se mettre à la disposition de l'amiral anglais. De Guiche avait cherché parmi toutes ces embarcations un bateau un peu plus fort que les autres, qui lui donna chance d'arriver jusqu'aux bâtiments anglais lorsqu'il aperçut le pilote côtier qui appareillait. « Raoul, dit-il, ne trouves-tu point qu'il est honteux pour des créatures intelligentes et fortes comme nous de reculer devant cette force brutale du vent et de l'eau ?»« C'est la réflexion que justement je faisais tout bas, » répondit Bragelonne. « Eh bien, veux-tu que nous montions ce bateau et que nous poussions en avant ? Veux-tu, De Wardes ? Prenez garde, vous allez vous faire noyer, dit Manicamp. Et pour rien, dit De Wardes, attendu qu'avec le vent debout, comme vous l'aurez, vous n'arriverez jamais au vaisseau. Ainsi, tu refuses ? Oui, ma foi, je perdrais volontiers la vie dans une lutte contre les hommes, dit-il en regardant obliquement Bragelonne. Mais me battre à coups d'aviron contre les flots d'eau salée, je n'y ai pas le moindre goût. Et moi, dit Manicamp, dussé-je arriver jusqu'au bâtiment, je me soucierais peu de perdre le seul habit propre qui me reste. L'eau salée rejaillit, et elle tâche. « Toi aussi, tu refuses ?» s'écria De Guiche. « Mais tout à fait, je te prie de le croire, et plutôt 2 fois qu'1. »« Mais voyez donc, s'écria De Guiche, vois donc De Wardes, vois donc Manicamp. Là-bas, sur la dunette du vaisseau amiral, les princesses nous regardent. Raison de plus, cher ami, pour ne pas prendre un bain ridicule devant elles. C'est ton dernier mot, Manicamp ? Oui. C'est ton dernier mot, De Wardes ? Oui. Alors j'irai tout seul. Non pas, dit Raoul, je vais avec toi. Il me semble que c'est chose convenue. Le fait est que Raoul, libre de toute passion, mesurant le danger avec sang-froid, voyait le danger imminent, mais il se laissait entraîner volontiers à faire une chose devant laquelle reculait De Wardes. Le bateau se mettait en route. De Guiche appela le pilote côtier.
« Holà, de la barque !» dit-il. « Il nous faut 2 places !» Et, roulant 5 ou 10 pistoles dans un morceau de papier, il les jeta du quai dans le bateau. « Il paraît que vous n'avez pas peur de l'eau salée, mes jeunes maîtres, dit le patron. « Nous n'avons peur de rien, répondit De Guiche. « Alors, venez, mes gentilshommes. » Le pilote s'approcha du bord, et l'un après l'autre, avec une légèreté pareille, les 2 jeunes gens sautèrent dans le bateau. « Allons, courage, enfants, dit De Guiche. Il y a encore 20 pistoles dans cette bourse, et si nous atteignons le vaisseau amiral, elles sont à vous. » Aussitôt, les rameurs se courbèrent sur leurs rames, et la barque bondit sur la cime des flots. Tout le monde avait pris intérêt à ce départ si hasardé. La population du Havre se pressait sur les jetées. Il n'y avait pas un regard qui ne fût pour la barque. Parfois, la frêle embarcation demeurait un instant comme suspendue aux crêtes écumeuses, puis tout à coup, elle glissait au fond d'un abîme mugissant et semblait être précipitée. Néanmoins, après 1 heure de lutte, elle arriva dans les eaux du vaisseau amiral, dont se détachaient déjà 2 embarcations destinées à venir à son aide. Sur le gaillard d'arrière du vaisseau amiral, abrité par un dais de velours et d'hermine que soutenaient de puissantes attaches, madame Henriette Douairière et la jeune madame, ayant auprès d'elle l'amiral comte de Norfolk, regardaient avec terreur cette barque tantôt enlevée au ciel, tantôt engloutie jusqu'aux enfers, contre la voile sombre de laquelle brillaient, comme 2 lumineuses apparitions, les 2 nobles figures des 2 gentilshommes français. L'équipage, appuyé sur les bastingages et grimpé dans les haubans, applaudissait à la bravoure de ces 2 intrépides, à l'adresse du pilote et à la force des matelots. Un hurrah de triomphe accueillit leur arrivée à bord. Le comte de Norfolk, beau jeune homme de 26 à 28 ans, s'avança au-devant d'eux. De Guiche et Bragelonne montèrent lestement l'escalier de tribord, et conduits par le comte de Norfolk, qui reprit sa place auprès d'elle, ils vinrent saluer les princesses. Le respect, et surtout une certaine crainte dont ils ne se rendaient pas compte, avaient empêché jusque-là le comte de Guiche de regarder attentivement la jeune madame. Celle-ci, au contraire, l'avait distingué tout d'abord et avait demandé à sa mère « N'est-ce point, monsieur, que nous apercevons sur cette barque ?» Madame Henriette, qui connaissait monsieur mieux que sa fille, avait souri à cette erreur de son amour-propre et avait répondu « Non, c'est monsieur de Guiche, son favori. Voilà tout. » À cette réponse, la princesse avait été forcée de contenir l'instinctive bienveillance provoquée par l'audace du comte. Ce fut au moment où la princesse faisait cette question que De Guiche, osant enfin lever les yeux sur elle, put comparer l'original au portrait. Lorsqu'il vit ce visage pâle, ces yeux animés, ces adorables cheveux châtains, cette bouche frémissante et ce geste si éminemment royal qui semblait remercier et encourager tout à la fois, il fut saisi d'une telle émotion que, sans Raoul, qui lui prêta son bras, il eût chancelé. Le regard étonné de son ami, le geste bienveillant de la reine, rappelèrent De Guiche à lui. En peu de mots, il expliqua sa mission, dit comment il était l'envoyé de monsieur, et salua, selon leur rang et les avances qu'ils lui firent, l'amiral et les différents seigneurs anglais qui se groupaient autour des princesses. Raoul fut présenté à son tour et gracieusement accueilli. Tout le monde savait la part que le comte de la Fère avait prise à la restauration du roi Charles II. En outre, c'était encore le comte qui avait été chargé de la négociation du mariage qui ramenait en France la petite-fille de Henri IV. Raoul parlait parfaitement anglais. Il se constitua l'interprète de son ami, près des jeunes seigneurs anglais auxquels notre langue n'était point familière. En ce moment parut un jeune homme d'une beauté remarquable et d'une splendide richesse de costume et d'armes. Il s'approcha des princesses, qui causaient avec le comte de Norfolk, et d'une voix qui déguisait mal son impatience. « Allons, mesdames, dit-il, il faut descendre à terre. » À cette invitation, la jeune madame se leva, et elle allait accepter la main que le jeune homme lui tendait avec une vivacité pleine d'expressions diverses, lorsque l'amiral s'avança entre la jeune madame et le nouveau venu. « Un moment, s'il vous plaît, milord de Buckingham, dit-il. Le débarquement n'est point possible à cette heure pour des femmes. La mer est trop grosse. Mais, vers 4 heures, il est probable que le vent tombera.
On ne débarquera donc que ce soir. »« Permettez, milord, » dit Buckingham avec une irritation qu'il ne chercha point même à déguiser. « Vous retenez ces dames et vous n'en avez pas le droit. De ces dames, l'une appartient, hélas, à la France, et vous le voyez, la France la réclame par la voix de ses ambassadeurs. » Et, de la main, il montra De Guiche et Raoul qu'il saluait en même temps. « Je ne suppose pas, répondit l'amiral, qu'il entre dans les intentions de ces messieurs d'exposer la vie des princesses. »« Milord, ces messieurs sont bienvenus malgré le vent. Permettez-moi de croire que le danger ne sera pas plus grand pour ces dames qui s'en iront avec le vent. »« Ces messieurs sont fort braves, dit l'amiral. Vous avez vu que beaucoup étaient sur le port et n'ont point osé les suivre. En outre, le désir qu'ils avaient de présenter le plus tôt possible leurs hommages à madame et à son illustre mère les a portés à affronter la mer, fort mauvaise aujourd'hui, même pour des marins. Mais ces messieurs, que je présenterai pour exemple à mon état-major, ne doivent pas en être un pour ces dames. » Un regard dérobé de madame surprit la rougeur qui couvrait les joues du comte. Ce regard échappa à Buckingham. Il n'avait d'yeux que pour surveiller Norfolk. Il était évidemment jaloux de l'amiral et semblait brûler du désir d'arracher les princesses à ce sol mouvant des vaisseaux sur lequel l'amiral était roi. « Au reste, reprit Buckingham, j'en appelle à madame elle-même. »« Et moi, milord, répondit l'amiral, j'en appelle à ma conscience et à ma responsabilité. J'ai promis de rendre saine et sauve madame à la France. Je tiendrai ma promesse. Mais cependant, monsieur, milord, permettez-moi de vous rappeler que je commande seul ici. »« Milord, savez-vous ce que vous dites ? » répondit avec hauteur Buckingham. « Parfaitement, et je le répète. Je commande seul ici, milord, et tout m'obéit. La mer, le vent, les navires et les hommes. » Cette parole était grande et noblement prononcée. Raoul en observa l'effet sur Buckingham. Celui-ci frissonna par tout le corps et s'appuya à l'un des soutiens de la tente pour ne pas tomber. Ses yeux s'injectèrent de sang, et la main, dont il ne se soutenait point, se porta sur la garde de son épée. « Milord, dit la reine, permettez-moi de vous dire que je suis en tout point de l'avis du comte de Norfolk. Puis le temps, au lieu de se couvrir de vapeur comme il le fait en ce moment, fût-il parfaitement pur et favorable, nous devons bien quelques heures à l'officier qui nous a conduites si heureusement et avec des soins si empressés jusqu'en vue des côtes de France où il doit nous quitter. » Buckingham, au lieu de répondre, consulta le regard de madame. Madame, à demi cachée sous les courtines de velours et d'or qui l'abritaient, n'écoutait rien de ce débat, occupée qu'elle était à regarder le comte de Guiche qui s'entretenait avec Raoul. Ce fut un nouveau coup pour Buckingham, qui crut découvrir dans le regard de madame Henriette un sentiment plus profond que celui de la curiosité. Il se retira tout chancelant et alla heurter le grand mât. « Monsieur de Buckingham n'a pas le pied marin, » dit en français la reine-mère. « Voilà sans doute pourquoi il désire si fort toucher la terre ferme. » Le jeune homme entendit ces mots, pâlit, laissa tomber ses mains avec découragement à ses côtés et se retira, confondant dans un soupir ses anciennes amours et ses haines nouvelles. Cependant, l'amiral, sans se préoccuper autrement de cette mauvaise humeur de Buckingham, fit passer les princesses dans sa chambre de poupe, où le dîner avait été servi avec une magnificence digne de tous les convives. L'amiral prit place à droite de madame et mit le comte de Guiche à sa gauche. C'était la place qu'occupait d'ordinaire Buckingham. Aussi, lorsqu'il entra dans la salle à manger, fut-ce une douleur pour lui que de se voir relégué par l'étiquette, cette autre reine à qui il devait le respect, à un rang inférieur à celui qu'il avait tenu jusque-là. De son côté, De Guiche, plus pâle encore peut-être de son bonheur que son rival ne l'était de sa colère, s'assit en tressaillant près de la princesse, dont la robe de soie, en effleurant son corps, faisait passer dans tout son être des frissons d'une volupté jusqu'alors inconnue. Après le repas, Buckingham s'élança pour donner la main à madame, mais ce fut au tour de De Guiche de faire la leçon au duc. « Milord, dit-il, soyez assez bon, à partir de ce moment, pour ne plus vous interposer entre son Altesse royale, madame, et moi. À partir de ce moment, en effet, son Altesse royale appartient à la France, et c'est la main de monsieur,
frère du roi, qui touche la main de la princesse quand son Altesse royale me fait l'honneur de me toucher la main. » Et, en prononçant ces paroles, il présenta lui-même sa main à la jeune madame, avec une timidité si visible et en même temps une noblesse si courageuse que les Anglais firent entendre un murmure d'admiration, tandis que Buckingham laissait échapper un soupir de douleur. Raoul aimait. Raoul comprit tout. Il attacha sur son ami un de ces regards profonds que l'ami seul ou la mère étendent comme protecteur ou comme surveillant sur l'enfant ou sur l'ami qui s'égare. Vers 2 heures, enfin, le soleil parut, le vent tomba, la mer devint unie comme une large nappe de cristal, la brume, qui couvrait les côtes, se déchira comme un voile qui s'envole en lambeaux. Alors les riants coteaux de la France apparurent avec leurs 1000 maisons blanches, se détachant, ou sur le vert des arbres, ou sur le bleu du ciel. Chapitre 85. Les tentes. L'amiral, comme nous l'avons vu, avait pris le parti de ne plus faire attention aux yeux menaçants et aux emportements convulsifs de Buckingham. En effet, depuis le départ d'Angleterre, il devait s'y être tout doucement habitué. De Guiche n'avait point encore remarqué en aucune façon cette animosité que le jeune lord paraissait avoir contre lui, mais il ne se sentait d'instinct aucune sympathie pour le favori de Charles II. La reine-mère, avec une expérience plus grande et un sens plus froid, dominait toute la situation et, comme elle en comprenait le danger, elle s'apprêtait à en trancher le nœud lorsque le moment en serait venu. Ce moment arriva. Le calme était rétabli partout, excepté dans le cœur de Buckingham, et celui-ci, dans son impatience, répétait à demi-voix à la jeune princesse. « Madame, madame, au nom du ciel, rendons-nous à terre, je vous en supplie. Ne voyez-vous pas que ce fade comte de Norfolk me fait mourir avec ses soins et ses adorations pour vous ?» Henriette entendit ces paroles. Elle sourit et, sans se retourner, donnant seulement à sa voix cette inflexion de doux reproche et de langoureuse impertinence avec lesquelles la coquetterie sait donner un acquiescement tout en ayant l'air de formuler une défense. « Mon cher lord, murmura-t-elle, je vous ai déjà dit que vous étiez fou. » Aucun de ces détails, nous l'avons déjà dit, n'échappait à Raoul. Il avait entendu la prière de Buckingham, la réponse de la princesse. Il avait vu Buckingham faire un pas en arrière à cette réponse, pousser un soupir et passer la main sur son front. Et n'ayant de voile ni sur les yeux ni autour du cœur, il comprenait tout et frémissait en appréciant l'état des choses et des esprits. Enfin, l'amiral, avec une lenteur étudiée, donna les derniers ordres pour le départ des canots. Buckingham accueillit ces ordres avec de tels transports qu'un étranger eût pu croire que le jeune homme avait le cerveau troublé. À la voix du comte de Norfolk, une grande barque, toute pavoisée, descendit lentement des flancs du vaisseau amiral. Elle pouvait contenir 20 rameurs et 15 passagers. Des tapis de velours, des housses brodées aux armes d'Angleterre, des guirlandes de fleurs, car en ce temps on cultivait assez volontiers la parabole au milieu des alliances politiques, formaient le principal ornement de cette barque vraiment royale. À peine la barque était-elle à flot, à peine les rameurs avaient-ils dressé leurs avirons, attendant, comme des soldats au port d'armes, l'embarquement de la princesse, que Buckingham courut à l'escalier pour prendre sa place dans le canot. Mais la reine l'arrêta. « Milord, dit-elle, il ne convient pas que vous laissiez aller ma fille et moi à terre sans que les logements soient préparés d'une façon certaine. Je vous prie donc, milord, de nous devancer au Havre et de veiller à ce que tout soit en ordre à notre arrivée. » Ce fut un nouveau coup pour le duc, coup d'autant plus terrible qu'il était inattendu. Il balbutia, rougit, mais ne put répondre. Il avait cru pouvoir se tenir près de madame pendant le trajet et savourer ainsi jusqu'au dernier des moments qui lui étaient donnés par la fortune. Mais l'ordre était express. L'amiral, qui l'avait entendu, s'écria aussitôt « Le petit canot à la mer !» L'ordre fut exécuté avec cette rapidité particulière aux manœuvres des bâtiments de guerre. Buckingham, désolé, adressa un regard de désespoir à la princesse, un regard de supplication à la reine,
un regard de colère à l'amiral. La princesse fit semblant de ne pas le voir. La reine détourna la tête. L'amiral se mit à rire. Buckingham, à ce rire, fut tout prêt à s'élancer sur Norfolk. La reine-mère se leva. « Partez, monsieur !» dit-elle avec autorité. Le jeune duc s'arrêta, mais regardant autour de lui et tentant un dernier effort. « Et vous, messieurs ?» demanda-t-il, tout suffoqué par tant d'émotions diverses. « Vous, monsieur de Guiche, vous, monsieur de Bragelonne, ne m'accompagnez-vous point ?» De Guiche s'inclina. « Je suis, ainsi que monsieur de Bragelonne, aux ordres de la reine, dit-il. Ce qu'elle nous commandera de faire, nous le ferons. » Et il regarda la jeune princesse, qui baissa les yeux. « Pardon, monsieur de Buckingham, dit la reine, mais monsieur de Guiche représente ici monsieur. C'est lui qui doit nous faire les honneurs de la France, comme vous nous avez fait les honneurs de l'Angleterre. Il ne peut donc se dispenser de nous accompagner. Nous devons bien, d'ailleurs, cette légère faveur au courage qu'il a eu de nous venir trouver par ce mauvais temps. » Buckingham ouvrit la bouche comme pour répondre, mais, soit qu'il ne trouvât point de pensée ou point de mots pour formuler cette pensée, aucun son ne tomba de ses lèvres, et, se retournant comme en délire, il sauta du bâtiment dans le canot. Les rameurs n'eurent que le temps de le retenir et de se retenir eux-mêmes, car le poids et le contre-coup avaient failli faire chavirer la barque. « Décidément, Milord est fou, » dit tout haut l'amiral à Raoul. « J'en ai peur pour Milord, » répondit Bragelonne. Pendant tout le temps que le canot mit à gagner la terre, le duc ne cessa de couvrir de ses regards le vaisseau amiral, comme ferait un avare qu'on arracherait à son coffre, une mère qu'on éloignerait de sa fille pour la conduire à la mort. Mais rien ne répondit à ces signaux, à ces manifestations, à ces lamentables attitudes. Buckingham en fut tellement étourdi qu'il se laissa tomber sur un banc, enfonça sa main dans ses cheveux, tandis que les matelots insoucieux faisaient voler le canot sur les vagues. En arrivant, il était dans une torpeur telle que s'il n'eût pas rencontré sur le port le messager auquel il avait fait prendre les devants comme maréchal des logis, il n'eût pas su demander son chemin. Une fois arrivé à la maison qui lui était destinée, il s'y enferma comme Achille dans sa tente. Cependant, le canot qui portait les princesses quittait le bord du vaisseau amiral au moment même où Buckingham mettait pied à terre. Une barque suivait, remplie d'officiers, de courtisans et d'amis empressés. Toute la population du Havre, embarquée à la hâte sur des bateaux de pêche et des barques plates ou sur de longues péniches normandes, accourut au-devant du bateau royal. Le canon des forts retentissait, le vaisseau amiral et les deux autres échangeaient leurs salves, et des nuages de flammes s'envolaient des bouches béantes en flocons ouatés de fumée au-dessus des flots, puis s'évaporaient dans l'azur du ciel. La princesse descendit au degré du quai. Une musique joyeuse l'attendait à terre et accompagnait chacun de ses pas. Tandis que, s'avançant dans le centre de la ville, elle foulait de son pied délicat les riches tapisseries et les jonchés de fleurs, De Guiche et Raoul, se dérobant du milieu des Anglais, prenaient leur chemin par la ville et s'avançaient rapidement vers l'endroit désigné pour la résidence de madame. « Hâtons-nous, » disait Raoul à De Guiche, « car, du caractère que je lui connais, ce Buckingham nous fera quelque malheur en voyant le résultat de notre délibération d'hier. »« Oh, dit le comte, nous avons là De Wardes, qui est la fermeté en personne, et Manicamp, qui est la douceur même. » De Guiche n'en fit pas moins diligence, et, 5 minutes après, ils étaient en vue de l'hôtel de ville. Ce qui les frappa d'abord, c'était une grande quantité de gens assemblés sur la place. « Bon, dit De Guiche, il paraît que nos logements sont construits. » En effet, devant l'hôtel, sur la place même, s'élevaient 8 tentes de la plus grande élégance, surmontées des pavillons de France et d'Angleterre unis. L'hôtel de ville était entouré par des tentes comme d'une ceinture bigarrée. 10 pages et 12 chevaux légers, donnés pour escorte aux ambassadeurs, montaient la garde devant ces tentes. Le spectacle était curieux, étrange. Il avait quelque chose de féerique. Ces habitations improvisées avaient été construites dans la nuit. Revêtues au-dedans et au-dehors des plus riches étoffes que De Guiche avait pu se procurer au Havre, elles encerclaient entièrement l'hôtel de ville,
c'est-à-dire la demeure de la jeune princesse. Elles étaient réunies les unes aux autres par de simples câbles de soie, tendus et gardés par des sentinelles, de sorte que le plan de Buckingham se trouvait complètement renversé, si ce plan avait été réellement de garder pour lui et ses Anglais les abords de l'hôtel de ville. Le seul passage qui donnât accès aux degrés de l'édifice, et qui ne fut point fermé par cette barricade soyeuse, était gardé par 2 tentes pareilles à 2 pavillons et dont les portes s'ouvraient aux 2 côtés de cette entrée. Ces 2 tentes étaient celles de De Guiche et de Raoul, et, en leur absence, devaient toujours être occupées, celle de De Guiche par De Wardes, celle de Raoul par Manicamp. Tout autour de ces 2 tentes et des 6 autres, une centaine d'officiers, de gentilshommes et de pages reluisaient de soie et d'or, bourdonnant comme des abeilles autour de leurs ruches. Tout cela, l'épée à la hanche, était prêt à obéir à un signe de De Guiche ou de Bragelonne, les 2 chefs de l'ambassade. Au moment même où les 2 jeunes gens apparaissaient à l'extrémité d'une rue aboutissant sur la place, ils aperçurent, traversant cette même place au galop de son cheval, un jeune gentilhomme d'une merveilleuse élégance. Il fendait la foule des curieux et, à la vue de ces bâtisses improvisées, il poussa un cri de colère et de désespoir. C'était Buckingham. Buckingham sortit de sa stupeur pour revêtir un éblouissant costume et pour venir attendre madame et la reine à l'hôtel de ville. Mais à l'entrée des tentes, on lui barra le passage, et force lui fut de s'arrêter. Buckingham, exaspéré, leva son fouet. 2 officiers lui saisirent le bras. Des 2 gardiens, un seul était là. De Wardes, monté dans l'intérieur de l'hôtel de ville, transmettait quelques ordres donnés par De Guiche. Au bruit que faisait Buckingham, Manicamp, couché paresseusement sur les coussins d'une des 2 tentes d'entrée, se souleva avec sa nonchalance ordinaire et, s'apercevant que le bruit continuait, apparut sous les rideaux. « Qu'est-ce » dit-il avec douceur. « Et qui donc mène tout ce grand bruit ?» Le hasard fit qu'au moment où il commençait à parler, le silence venait de renaître, et bien que son accent fût doux et modéré, tout le monde entendit sa question. Buckingham se retourna, regarda ce grand corps maigre et ce visage indolent. Probablement la personne de notre gentilhomme, vêtue d'ailleurs assez simplement, comme nous l'avons dit, ne lui inspira pas grand respect, car il répondit dédaigneusement. « Qui êtes-vous, monsieur ?» Manicamp s'appuya au bras d'un énorme chevau léger, droit comme un pilier de cathédrale, et répondit du même ton tranquille. « Et vous, monsieur ?»« Moi, je suis milord duc de Buckingham. J'ai loué toutes les maisons qui entourent l'hôtel de ville où j'ai affaire. Or, puisque ces maisons sont louées, elles sont à moi, et puisque je les ai louées pour avoir le passage libre à l'hôtel de ville, vous n'avez pas le droit de me fermer ce passage. »« Mais, monsieur, qui vous empêche de passer ?» demanda Manicamp. « Mais vos sentinelles ?»« Parce que vous voulez passer à cheval, monsieur, et que la consigne est de ne laisser passer que les piétons. »« Nul n'a le droit de donner de consigne ici, excepté moi, » dit Buckingham. « Comment cela, monsieur ?» demanda Manicamp avec sa voix douce. « Faites-moi la grâce de m'expliquer cette énigme. »« Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai loué toutes les maisons de la place. »« Nous le savons bien, puisqu'il ne nous est resté que la place elle-même. »« Vous vous trompez, monsieur, la place est à moi, comme les maisons. »« Oh, pardon, monsieur, vous faites erreur. On dit chez nous le pavé du roi. Donc, la place est au roi. Donc, puisque nous sommes les ambassadeurs du roi, la place est à nous. »« Monsieur, je vous ai déjà demandé qui vous étiez, » s'écria Buckingham, exaspéré du sang-froid de son interlocuteur. « On m'appelle Manicamp, » répondit le jeune homme d'une voix éolienne, tant elle était harmonieuse et suave. Buckingham haussa les épaules. « Bref, dit-il, quand j'ai loué les maisons qui entourent l'hôtel de ville, la place était libre. Ces baraques obstruent ma vue. Ôtez ces baraques !» Un sourd et menaçant murmure courut dans la foule des auditeurs. De Guiche arrivait en ce moment. Il écarta cette foule qui le séparait de Buckingham et, suivi de Raoul, il arriva d'un côté, tandis que De Wardes arrivait de l'autre. « Pardon, milord, dit-il, mais si vous avez quelque réclamation à faire, ayez l'obligeance de la faire à moi.
attendu que c'est moi qui ai donné les plans de cette construction. En outre, je vous ferai observer, monsieur, que le beau Baraque se prend en mauvaise part, ajouta gracieusement Manicamp. Vous disiez donc, monsieur, continua De Guiche. Je disais, monsieur le comte, reprit Buckingham avec un accent de colère encore sensible, quoiqu'il fût tempéré par la présence d'un égal. Je disais qu'il est impossible que ces tantes demeurent où elles sont. Impossible, fit De Guiche. Et pourquoi? Parce qu'elles me gênent. De Guiche laissa échapper un mouvement d'impatience, mais un coup d'œil froid de Raoul le retint. Elles doivent moins vous gêner, monsieur, que cet abus de la priorité que vous vous êtes permis. Un abus? Mais sans doute. Vous envoyez ici un messager qui loue, en votre nom, toute la ville du Havre, sans s'inquiéter des Français qui doivent venir au-devant de madame. C'est peu fraternel, monsieur le duc, pour le représentant d'une nation amie. La terre est au premier occupant, dit Buckingham. Pas en France, monsieur. Et pourquoi pas en France? Parce que c'est le pays de la politesse. Qu'est-ce à dire? S'écria Buckingham d'une façon si emportée que les assistants se reculèrent, s'attendant à une collision immédiate. C'est-à-dire, monsieur, répondit De Guiche en pâlissant, que j'ai fait construire ce logement pour moi et mes amis, comme l'asile des ambassadeurs de France, comme le seul abri que votre exigence nous ait laissé dans la ville, et que dans ce logement j'habiterai, moi et les miens, à moins qu'une volonté plus puissante et surtout plus souveraine que la vôtre ne me renvoie. C'est-à-dire ne nous déboute, comme on dit au palais, dit doucement Manicamp. J'en connais un, monsieur, qui sera tel, je l'espère. Que vous le désirez, dit Buckingham en mettant la main à la garde de son épée. En ce moment, et comme la déesse Discorde allait, enflammant les esprits, tourner toutes les épées contre des poitrines humaines, Raoul posa doucement sa main sur l'épaule de Buckingham. « Un mot, milord, dit-il. »« Mon droit d'abord !» s'écria le fougueux jeune homme. « C'est justement sur ce point que je vais avoir l'honneur de vous entretenir, » dit Raoul. « Soit, mais pas de longs discours, monsieur. Une seule question. Vous voyez qu'on ne peut pas être plus bref. Parlez, j'écoute. Est-ce vous ou monsieur le duc d'Orléans qui allez épouser la petite fille du roi Henri IV? Plaît-il? Demanda Buckingham en se reculant tout effaré. Répondez-moi, je vous prie, monsieur, insista tranquillement Raoul. Votre intention est-elle de me railler, monsieur? Demanda Buckingham. C'est toujours répondre, monsieur, et cela me suffit. Donc, vous l'avouez, ce n'est pas vous qui allez épouser la princesse d'Angleterre. Vous le savez bien, monsieur, ce me semble. Pardon, mais c'est que, d'après votre conduite, la chose n'était plus claire. Voyons, au fait, que prétendez-vous dire, monsieur? Raoul se rapprocha du duc. Vous avez, dit-il en baissant la voix, des fureurs qui ressemblent à des jalousies. Savez-vous cela, milord? Or, ces jalousies, à propos d'une femme, ne vont point à quiconque n'est ni son amant, ni son époux. À bien plus forte raison, je suis sûr que vous comprendrez cela, milord, quand cette femme est une princesse. « Monsieur, s'écria Buckingham, insultez-vous madame Henriette ?»« C'est vous, répondit froidement Bragelonne, c'est vous qui l'insultez, milord. Prenez-y garde. Tout à l'heure, sur le vaisseau amiral, vous avez poussé à bout la reine et lassé la patience de l'amiral. Je vous observais, milord, et vous ai cru fou d'abord. Mais depuis, j'ai deviné le caractère réel de cette folie. « Monsieur !»« Attendez, car j'ajouterai un mot. J'espère être le seul parmi les Français qui l'ait deviné. »« Mais, savez-vous, monsieur, dit Buckingham, frissonnant de colère et d'inquiétude à la fois, savez-vous que vous tenez là un langage qui mérite répression ? » « Pesez vos paroles, milord, dit Raoul avec hauteur. Je ne suis pas d'un sang dont les vivacités se laissent réprimer. Tandis qu'au contraire, vous êtes d'une race dont les passions sont suspectes au bon français. Je vous le répète donc pour la seconde fois. Prenez garde, milord. À quoi, s'il vous plaît? Me menaceriez-vous?
Je suis le fils du comte de la Fère, monsieur de Buckingham, et je ne menace jamais, parce que je frappe d'abord. Ainsi, entendons-nous bien. La menace que je vous fais, la voici. » Buckingham serra les poings, mais Raoul continua comme s'il ne s'apercevait de rien. « Au premier mot hors des bienséances que vous vous permettrez envers son Altesse royale. Oh, soyez patient, monsieur de Buckingham. Je le suis bien, moi. Vous ? Sans doute. Tant que madame a été sur le sol anglais, je me suis tue. Mais à présent qu'elle a touché au sol de la France, maintenant que nous l'avons reçue au nom du prince, à la première insulte que, dans votre étrange attachement, vous commettrez envers la maison royale de France, j'ai deux partis à prendre. Ou je déclare devant tous la folie dont vous êtes affecté en ce moment, ou je vous fais renvoyer honteusement en Angleterre. Ou, si vous le préférez, je vous donne du poignard dans la gorge en pleine assemblée. Au reste, ce second moyen me paraît le plus convenable, et je crois que je m'y tiendrai. » Buckingham était devenu plus pâle que le flot de dentelle d'Angleterre qui entourait son cou. « Monsieur de Bragelonne, dit-il, est-ce bien un gentilhomme qui parle ? Oui, seulement ce gentilhomme parle à un fou. Guérissez, milord, et il vous tiendra un autre langage. »« Oh, mais, monsieur de Bragelonne, murmura le duc d'une voix étranglée et en portant la main à son cou, vous voyez bien que je me meurs. » « Si la chose arrivait en ce moment, monsieur, dit Raoul avec son inaltérable sang-froid, je regarderais en vérité cela comme un grand bonheur, car cet événement préviendrait toutes sortes de mauvais propos sur votre compte et sur celui des personnes illustres que votre dévouement compromet si follement. »« Oh, vous avez raison, dit le jeune homme éperdu. Oui, mourir, oui, mieux vaut mourir que souffrir ce que je souffre en ce moment. » Et il porta la main sur un charmant poignard au manche tout garni de pierreries qu'il tira à moitié de sa poitrine. Raoul lui repoussa la main. « Prenez garde, monsieur, dit-il. Si vous ne vous tuez pas, vous faites un acte ridicule. Si vous vous tuez, vous tachez de sang la robe nuptiale de la princesse d'Angleterre. » Buckingham demeura une minute haletant. Pendant cette minute, on vit ses lèvres trembler, ses joues frémir, ses yeux vaciller, comme dans le délire. Puis, tout à coup, « Monsieur de Bragelonne, dit-il, je ne connais pas un plus noble esprit que vous. Vous êtes le digne fils du plus parfait gentilhomme que l'on connaisse. Habitez vos tentes. » Et il jeta ses deux bras autour du cou de Raoul. Toute l'assistance émerveillée de ce mouvement auquel on ne pouvait guère attendre, vu les trépignements de l'un des adversaires et la rude insistance de l'autre, l'assemblée se mit à battre des mains, et 1000 vivats, 1000 applaudissements joyeux s'élancèrent vers le ciel. De Guiche embrassa à son tour Buckingham, un peu à contre-cœur, mais enfin, il l'embrassa. Ce fut le signal. Anglais et Français, qui jusque-là s'étaient regardés avec inquiétude, fraternisèrent à l'instant même. Sur ces entrefaites arriva le cortège des princesses qui, sans Bragelonne, eussent trouvé 2 armées aux prises et du sang sur les fleurs. Tout se remit à l'aspect des bannières. Chapitre 86. La nuit. La Concorde était revenue s'asseoir au milieu des tentes. Anglais et Français rivalisaient de galanterie auprès des illustres voyageuses et de politesse entre eux. Les Anglais envoyèrent aux Français des fleurs dont ils avaient fait provision pour fêter l'arrivée de la jeune princesse. Les Français invitèrent les Anglais à un souper qu'ils devaient donner le lendemain. Madame recueillit donc sur son passage d'unanimes félicitations. Elle apparaissait comme une reine à cause du respect de tous, comme une idole à cause de l'adoration de quelques-uns. La reine-mère fit aux Français l'accueil le plus affectueux. La France était son pays, à elle, et elle avait été trop malheureuse en Angleterre pour que l'Angleterre lui pût faire oublier la France. Elle apprenait donc à sa fille, par son propre amour, l'amour du pays où toutes deux avaient trouvé l'hospitalité et où elles allaient trouver la fortune d'un brillant avenir. Lorsque l'entrée fut faite et les spectateurs un peu disséminés, lorsqu'on n'entendit plus que de loin les fanfares et le bruissement de la foule, lorsque la nuit tomba, enveloppant de ses voiles étoilés la mer, le port, la ville et la campagne encore émus de ce grand événement, De Guiche rentra dans sa tente
et s'assit sur un large escabeau avec une telle expression de douleur que Bragelonne le suivit du regard jusqu'à ce qu'il l'eût entendu soupirer. Alors il s'approcha. Le comte était renversé en arrière, l'épaule appuyée à la paroi de la tente, le front dans ses mains, la poitrine haletante et le genou inquiet. « Tu souffres, ami ?» lui demanda Raoul. « Cruellement. »« Du corps, n'est-ce pas ?»« Du corps, oui. » « La journée a été fatigante, en effet, » continua le jeune homme, les yeux fixés sur celui qui l'interrogeait. « Oui, et le sommeil me rafraîchirait. Veux-tu que je te laisse ? Non, j'ai à te parler. » « Je ne te laisserai parler qu'après avoir interrogé moi-même, De Guiche. »« Interroge, mais sois franc, comme toujours. Sais-tu pourquoi Buckingham était si furieux ? Je m'en doute. Il aime madame, n'est-ce pas ? Du moins, on en jurerait, à le voir. Eh bien, il n'en est rien. Oh, cette fois tu te trompes, Raoul, et j'ai bien lu sa peine dans ses yeux, dans son geste, dans toute sa vie depuis ce matin. Tu es poète, mon cher comte, et partout tu vois de la poésie. Je vois surtout l'amour. Où il n'est pas, où il est. Voyons, De Guiche, tu crois ne pas te tromper ? Oh, j'en suis sûr, s'écria vivement le comte. Dis-moi, comte, demanda Raoul avec un profond regard. Qui te rend si clairvoyant ? Mais, répondit De Guiche en hésitant, l'amour-propre. L'amour-propre, c'est un mot bien long, De Guiche. Que veux-tu dire ? Je veux dire, mon ami, que d'ordinaire tu es moins triste que ce soir. La fatigue. La fatigue ? Oui. Écoute, cher ami, nous avons fait campagne ensemble. Nous nous sommes vus à cheval pendant 18 heures. 3 chevaux, écrasés de lassitude ou mourant de faim, tombaient sous nous, que nous rions encore. Ce n'est point la fatigue qui te rend triste, comte. Alors, c'est la contrariété. Quelle contrariété ? Celle de ce soir. La folie de lord Buckingham ? Et, sans doute, n'est-il point fâcheux pour nous Français représentant notre maître, de voir un Anglais courtiser notre future maîtresse, la seconde dame du royaume ? Oui, tu as raison. Mais je crois que lord Buckingham n'est pas dangereux. Non, mais il est importun. En arrivant ici, n'a-t-il pas failli tout troubler entre les Anglais et nous, et sans toi, sans ta prudence si admirable et ta fermeté si étrange, nous tirions l'épée en pleine ville. Il a changé, tu vois. Oui, certes, mais de là même vient ma stupéfaction. Tu lui as parlé bas, que lui as-tu dit ? Tu crois qu'il l'aime ? Tu le dis, une passion ne cède pas avec cette facilité. Il n'est donc pas amoureux d'elle ? Et De Guiche prononça lui-même ces derniers mots avec une telle expression que Raoul leva la tête. Le noble visage du jeune homme exprimait un mécontentement facile à lire. « Ce que je lui ai dit, comte, répondit Raoul, je vais le répéter à toi. Écoute bien, le voici. Monsieur, vous regardez d'un air d'envie, d'un air de convoitise injurieuse, la sœur de votre prince, laquelle ne vous est pas fiancée, laquelle ne peut pas être votre maîtresse. Vous faites donc affront à ceux qui, comme nous, viennent chercher une jeune fille pour la conduire à son époux. Tu lui as dit cela ? Demanda De Guiche en rougissant. En propres termes. J'ai même été plus loin. De Guiche fit un mouvement. Je lui ai dit : de quel œil nous regarderiez-vous si vous aperceviez parmi nous un homme assez insensé, assez déloyal pour concevoir d'autres sentiments que le plus pur respect à l'égard d'une princesse destinée à notre maître ? Ces paroles étaient tellement à l'adresse de Guiche que De Guiche pâlit et, saisi d'un tremblement subit, ne put tendre que machinalement une main vers Raoul, tandis que de l'autre, il se couvrait les yeux et le front. Mais, continua Raoul sans s'arrêter à cette démonstration de son ami, Dieu merci, les Français, que l'on proclame légers, indiscrets, inconsidérés, savent appliquer un jugement sain et une saine morale à l'examen des questions de haute convenance. Or, ai-je ajouté, sachez,
Monsieur de Buckingham, que nous autres, gentilshommes de France, nous servons nos rois en leur sacrifiant nos passions aussi bien que notre fortune et notre vie. Et quand, par hasard, le démon nous suggère une de ces mauvaises pensées qui incendient le cœur, nous éteignons cette flamme, fût-ce en l'arrosant de notre sang. De cette façon, nous sauvons 3 honneurs à la fois, celui de notre pays, celui de notre maître et le nôtre. Voilà, monsieur de Buckingham, comme nous agissons. Voilà comment tout homme de cœur doit agir. Et voilà, mon cher de Guiche, continua Raoul, comment j'ai parlé à monsieur de Buckingham. Aussi s'est-il rendu sans résistance à mes raisons. De Guiche, courbé jusqu'alors sous la parole de Raoul, se redressa, les yeux fiers et la main fiévreuse. Il saisit la main de Raoul. Les pommettes de ses joues, après avoir été froides comme la glace, étaient de flammes. « Et tu as bien parlé, dit-il d'une voix étranglée. Et tu es un brave ami, Raoul. Merci. Maintenant, je t'en supplie, laisse-moi seul. Tu le veux? Oui, j'ai besoin de repos. Beaucoup de choses ont ébranlé aujourd'hui ma tête et mon cœur. Demain, quand tu reviendras, je ne serai plus le même homme. Eh bien, soit, je te laisse, dit Raoul en se retirant. Le comte fit un pas vers son ami et l'étreignit cordialement entre ses bras. Mais, dans cette étreinte amicale, Raoul put distinguer le frissonnement d'une grande passion combattue. La nuit était fraîche, étoilée, splendide. Après la tempête, la chaleur du soleil avait ramené partout la vie, la joie et la sécurité. Il s'était formé au ciel quelques nuages longs et effilés dont la blancheur azurée promettait une série de beaux jours tempérés par une brise de l'Est. Sur la place de l'autel, de grandes ombres coupées de larges rayons lumineux formaient comme une gigantesque mosaïque aux dalles noires et blanches. Bientôt, tout s'endormit dans la ville. Il resta une faible lumière dans l'appartement de madame, qui donnait sur la place, et cette douce clarté de la lampe affaiblie semblait une image de ce calme sommeil d'une jeune fille dont la vie à peine se manifeste, à peine est sensible, et dont la flamme se tempère aussi quand le corps est endormi. Bragelonne sortit de sa tente avec la démarche lente et mesurée de l'homme curieux de voir et jaloux de n'être point vu. Alors, abrité derrière les rideaux épais, embrassant toute la place d'un seul coup d'œil, il vit, au bout d'un instant, les rideaux de la tente de Guiche s'entr'ouvrir et s'agiter. Derrière les rideaux se dessinait l'ombre de Guiche, dont les yeux brillaient dans l'obscurité, attaché ardemment sur le salon de madame, illuminé doucement par la lumière intérieure de l'appartement. Cette douce lueur qui colorait les vitres était l'étoile du comte. On voyait monter jusqu'à ses yeux l'aspiration de son âme tout entière. Raoul, perdu dans l'ombre, devinait toutes les pensées passionnées qui établissaient entre la tente du jeune ambassadeur et le balcon de la princesse un lien mystérieux et magique de sympathie. Lien formé par des pensées empreintes d'une telle volonté, d'une telle obsession, qu'elle sollicitait certainement les rêves amoureux à descendre sur cette couche parfumée que le comte dévorait avec les yeux de l'âme. Mais De Guiche et Raoul n'étaient pas les seuls qui y veillassent. La fenêtre d'une des maisons de la place était ouverte. C'était la fenêtre d'une maison habitée par Buckingham. Sur la lumière qui jaillissait hors de cette dernière fenêtre se détachait en vigueur la silhouette du duc, qui, mollement appuyé sur la traverse sculptée et garnie de velours, envoyait au balcon de madame ses vœux et les folles visions de son amour. Bragelonne ne put s'empêcher de sourire. « Voilà un pauvre cœur bien assiégé, dit-il, en songeant à madame. Puis, faisant un retour compatissant vers monsieur, « Et voilà un pauvre mari bien menacé, ajouta-t-il. Bien lui est d'être un grand prince et d'avoir une armée pour garder son bien. » Bragelonne épia pendant quelque temps le manège des 2 soupirants, écouta le ronflement sonore, incivil, de Manicamp, qui ronflait avec autant de fierté que s'il eût eu son habit bleu au lieu d'avoir son habit violet, se tourna vers la brise qui apportait à lui le chant lointain d'un rossignol, puis, après avoir fait sa provision de mélancolie,
autre maladie nocturne, il rentra se coucher en songeant, pour son propre compte, que peut-être 4 ou 6 yeux tout aussi ardents que ceux de Guiche ou de Buckingham couvaient son idole, à lui, dans le château de Blois. Et ce n'est pas une bien solide garnison que mademoiselle de Montalais, dit-il tout bas, en soupirant tout haut.